Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé de ce 16e congrès Médecine Générale de France et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Professeur Isabelle Aubin-Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes professeur à l'Université Paris-Cité, c'est bien cela? C'est bien cela. Élise Courcot, bonjour. Bonjour. Merci également d'être sur notre plateau. Vous êtes docteur en pharmacie, responsable de projet à l'INCa. On va parler avec vous du maintien ou du retour à l'emploi après un cancer. Professeur, si vous le voulez bien, on commence par quelques chiffres que vous compléterez. Professeur, je vous en prie. Je pense que c'est plutôt Élise qui va parler des chiffres. Commencez, je vous en prie. On va les faire à deux. Quelques chiffres d'abord pour amener un peu de contexte à cette discussion. C'est vrai que le cancer, c'est 1000 personnes à peu près par jour qui apprennent qu'elles ont un cancer, qui reçoivent un diagnostic de cancer. Et parmi ces personnes-là, 40% sont en emploi. Donc pour placer le contexte, la question du maintien du retour à l'emploi est une question qui devient vraiment prépondérante et c'est une préoccupation d'un patient atteint de cancer dans son parcours. Et dans ces 40% de personnes, on voit aussi que 5 ans après le diagnostic, il y en a quand même 20% qui quittent, perdent ou arrêtent leur emploi. Donc 20% à cette date-là ne sont plus en emploi, avec vraiment aussi un risque que l'on observe d'inégalité creusée, puisqu'il y a des populations plus vulnérables. Les jeunes, les seniors, les populations précaires sont encore plus à risque de perdre leur emploi ou d'avoir une insertion difficile dans la vie professionnelle. Professeur, je vous en prie. Tout à fait. Non, je partage et d'où l'importance pour le médecin généraliste d'avoir conscience de ses préoccupations. Quelles explications peut-on donner au fait que ces personnes ne retrouvent pas d'emploi ? Vous les avez, vous, à l'INCa ou pas ? C'est des complications liées à la maladie, par exemple ? Alors, je pense qu'il y a de multiples raisons. Il y a, comme si on amène là aussi un peu de contexte, on a aussi quand même des bonnes nouvelles quand même de par l'amélioration de la survie du cancer, des innovations thérapeutiques aussi qui permettent un maintien dans l'emploi ou un retour en emploi, des thérapies orales, des traitements qui ont lieu hors de l'hôpital, des hospitalisations aussi raccourcies. Donc on a aussi une population plus grande qui va se poser la question de pouvoir retravailler et d'être maintenue en emploi. Malgré tout, il y a aussi une vraie question, une vraie sensibilisation sur l'après-traitement, les séquelles à moyen et long terme, c'est-à-dire la fatigue, les troubles de concentration, ou ce qui font que c'est on reprend une activité, mais c'est pas le comme avant. Alors on va y venir. Professeur, au niveau des innovations thérapeutiques, où nous en sommes, on parle beaucoup de l'ambulatoire, il y a l'immunothérapie, il y a la chimiothérapie orale. Tout à fait. Donc, ces thérapeutiques, comme l'évoquait Élise, sont de grands progrès pour le pronostic de nombreux cancers. Donc, on allonge la survie, mais en même temps, il faut quand même parler de qualité de vie. Et la qualité, et dans cet item qualité de vie, on place en premier lieu, où on place en tout cas le travail, qui est important pour le côté psychologique des patients. Se trouver discriminés. Il y a un certain nombre de patients qui se trouvent discriminés au travail, qui se trouvent mis à l'écart. Et évidemment, tout dépend, je pense aussi, de l'emploi qu'ont les patients, ce qui explique sans doute aussi, ce qui donne un éclairage pour les populations les plus seniors ou les plus précaires. Tout dépend de l'emploi que l'on exerce. Si on a un emploi très physique, est-ce qu'à l'issue des traitements, on peut continuer reprendre et continuer cet emploi ? Tout à fait. 40% des personnes en activité, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a l'information, effectivement, à la direction, à son employeur. Il y a, on va dire, la mise en place du traitement, puis le souhait de continuer à travailler si, bien sûr, c'est ce que vous disiez, le travail le permet.
Tout à fait, tout à fait. Alors, il peut y avoir des aménagements du travail. Je pense que le fait que le télétravail ait été généralisé peut être une façon aussi de faire face et d'éviter les déplacements et de permettre à certains de pouvoir continuer à travailler. Il y a aussi la possibilité d'être en temps partiel thérapeutique, mais ça vient après un arrêt de travail initial à temps plein. Donc, il y a diverses mesures qui peuvent permettre d'aménager et de favoriser le maintien dans l'emploi. On a, nous, souvent, médecins généralistes, on voit peu les patients pendant les traitements, même si ce sont des traitements ambulatoires, mais on les voit souvent à l'issue, à la fin du traitement, parce que quelque part, ils se sentent un peu abandonnés par le spécialiste cancérologue et malgré tout, que ce soit leur entourage, leur travail, les gens aimeraient bien passer à autre chose et le patient se trouve dans une situation où il continue à vivre soit les effets secondaires prolongés du traitement, soit la maladie en elle-même. Donc on a vraiment un rôle très important en tant que médecin généraliste. Élise Courcou, je vous laisse compléter. Non, mais c'est vrai que pour souligner ce que dit Isabelle, il y a ce rôle du médecin généraliste qui s'inscrit en fait dans une coordination vraiment nécessaire entre les différents acteurs. Vous avez nommé l'entreprise, le médecin du travail, le médecin conseil de l'assurance maladie, plus tous les dispositifs de soutien aussi, les organismes de soutien aux personnes qui souhaitent... pour la question du maintien dans l'emploi, du retour. Et donc toute cette coordination-là, elle est nécessaire. Elle est aussi un levier important pour l'information du patient. Donc que le patient, le salarié puisse être informé au sein de son entreprise via le médecin du travail, via son médecin généraliste, via un oncologue. Voilà, tout ça en étant coordonné, c'est quand même un vecteur d'information pas négligeable. Et surtout, des opportunités à différents moments du parcours du patient de pouvoir aborder cette question de l'envie de travailler, du maintien, de l'aménagement. Est-ce que ça doit être, pardon professeur, je vous donne la parole tout de suite, est-ce que cette question du maintien ou du retour à l'emploi, il doit être abordé, j'allais dire, dès malheureusement le début de la maladie, dès l'annonce de la maladie ? Alors, je ne sais pas si c'est dès le début de la maladie, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut aborder relativement précocement. En particulier, il ne faut pas attendre que l'arrêt de travail se termine pour évoquer les différentes possibilités de maintien au travail ou de reprise de travail. Et c'est vrai que nous l'évoquions ensemble avec Élise tout à l'heure, le fait de vivre avec un cancer peut faire aussi que les priorités du patient changent et qu'il ait envie peut-être de prioriser, changer de vie, tout à fait, prioriser davantage sa vie personnelle, sa vie familiale, que sais-je, mais qu'il n'ait pas envie peut-être de reprendre son travail tel qu'il le vivait auparavant. Et c'est vrai, beaucoup de gens le disent, beaucoup de malades le disent, il y a une véritable remise en question chez certaines personnes. Je vous en prie, Élise. Tout à fait, en fait, de vouloir reprendre le travail comme avant, c'est-à-dire cette volonté de vouloir travailler, mais peut-être dans un secteur différent ou à un poste différent de l'entreprise. Et ce que disait Isabelle, c'est vrai, c'est de réussir à trouver Alors, c'est pas un moment, c'est pas le bon moment pour aborder ce sujet-là, mais c'est peut-être différentes opportunités, plus en amont peut-être que ce qui est fait aujourd'hui pour éviter cette situation de fin d'arrêt de travail qui sonne. Et là... c'est un peu l'urgence, l'anxiété et qu'est-ce qu'on fait, mais qui dépend aussi quand même de la situation du patient. C'est-à-dire que chaque patient n'est pas dans la même situation. Pour en parler, pour réfléchir à ce projet-là, ça ne va pas forcément être le même moment dans le parcours pour tous. Je vous en prie, professeur. Non, en tout cas, je pense que ce qui est vraiment un des messages importants, c'est ce travail en collaboration avec les différents acteurs. Alors, on l'a souligné, nous sommes dans un congrès de médecine générale, mais c'est vrai que on a souligné l'importance du rôle du médecin généraliste, la connaissance antérieure qu'il a du patient, le fait qu'il le suive au long cours. Moi, j'ai des patients, je suis installée depuis, je ne vais pas dire combien d'années, mais de nombreuses années. Et c'est vrai que on a cette chance de connaître l'histoire
l'histoire de vie du patient, son histoire familiale, et tout ça nous aide beaucoup effectivement à prendre des décisions, enfin des décisions qui sont des décisions partagées avec le patient, mais sans oublier les autres acteurs. Et ça, si on veut transmettre un message, en particulier aux plus jeunes d'entre nous, voilà, de collaborer avec les médecins du travail et les médecins d'assurance maladie, c'est vraiment fondamental. On voit de toute façon qu'il y a un véritable parcours de soins et qu'il faut une coordination de tous les professionnels de santé. Une coordination, tout à fait. Et puis là, plus dans le rôle aussi de l'Institut national du cancer, ce rôle d'information, de sensibilisation. Là, on est sur un sujet qui peut vraiment être technique, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de dispositifs. Et c'est vrai qu'avoir l'opportunité aujourd'hui, par exemple, de faire une plénière et de pouvoir informer sur ce sujet-là, recueillir des questions aussi des médecins généralistes sur leur réalité et qu'est-ce qui fait que sur le terrain c'est pas si facile, même peut-être si on sait. Du coup ça c'est intéressant aussi pour nous, et puis cette information-là, ce devoir d'information auprès de tous les publics, c'est-à-dire que nous on va aussi mener un travail avec les entreprises, des managers, des directions RH qui ne sont pas forcément au fait des effets, des séquelles à moyen, long terme d'un cancer. Donc c'est-à-dire que quand la personne revient, c'est comme avant. Et c'est pas facile. Je voudrais vous poser justement une question. Quel est l'accueil dans les entreprises dans lesquelles vous rendez ou avec lesquelles vous faites de l'information? Ça m'intéresse de savoir comment réagissent, sans rentrer dans les détails ou sans divulguer quoi que ce soit. C'est toujours intéressant. Je ne donnerai pas de nom. Pas de nom, non. Non, c'est vraiment intéressant. On sent quand même qu'on est dans une époque où on parle du cancer, que je pense que dans chaque entreprise, des personnes y ont été confrontées directement, indirectement, sont peut-être aidants aussi. On a des employés qui sont aussi aidants, et ça, c'est une vraie question. Du coup, je pense qu'on n'en est pas quand même au tout début. Il y a quelque chose qui est facilité parce que le cancer est connu. Après, voilà, pouvoir pour autant agir entre le devoir de l'entreprise, ses objectifs, et puis le cas particulier de certains salariés et patients, est pas si simple. Pour autant, c'est vrai que nous, par exemple, via le club des entreprises qu'on accompagne, c'est certain que c'est des entreprises volontaires qui sont venues signer une charte qu'on a développée avec eux. Donc là, on a des entreprises qui souhaitent mettre en place des actions, qui sont déjà sensibilisées. Pour autant, c'est très hétérogène. Ça dépend parfois un peu de l'expérience vécue par les personnes même au sein de l'entreprise. Des personnes qui sont passées par ce parcours-là, c'est certain que c'est un levier énorme dans une entreprise pour faire en sorte que ça bouge. Donc c'est variable, mais on sent quand même une sensibilisation. Puis parfois, certains managers ou RH qui peuvent aussi être un peu démunis, qui arrivent en nous disant « mais comment on en parle en fait? Si le patient ne veut pas en parler, il y a le secret médical, comment on gère ça ?» Et donc c'est un peu sur toutes ces questions, sur le côté humain en fait aussi. Et c'est paradoxal avec le fait qu'aujourd'hui on en parle beaucoup parce que vous avez des personnalités qui disent voilà, j'ai un cancer, je me soigne ou je vais me soigner, j'ai eu un cancer, etc., etc. Donc ça aussi, ça libère, normalement ça devrait libérer la parole. Alors libérer la parole, si Johnny Hallyday, un Florent Pagny ou autre en parle, je pense que tout le monde peut en parler, il n'y a pas de honte. Alors non, il n'y a pas de honte, c'est certain. Pour autant, c'est pas nécessairement... on peut réussir à en parler sans pour autant être à l'aise à en parler directement au travail avec son employeur. Il peut y avoir une anxiété de la part du patient de se dire si j'en parle, qu'est-ce qui va se passer à mon poste, sachant que je ne peux pas... Peut-être que je ne peux pas tout faire de la même manière qu'avant. Donc en parler, oui, mais et c'est pour ça que sensibiliser les employeurs et les aider aussi dans cette discussion-là, elle est vraiment nécessaire avec le médecin du travail, bien évidemment. Professeur, vous confirmez? Oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait même généraliser le débat avec tous les patients qui ont aussi une maladie chronique, pas seulement un cancer. Donc vivre avec une maladie chronique, c'est pas forcément simple, et le maintien au travail, lorsqu'on a des traitements qui peuvent être lourds, n'est pas toujours facile, et on n'a pas toujours. Enfin, les patients nous rapportent parfois cette incompréhension de leur employeur pour
proposer des modifications du poste de travail. Donc on est là pour les accompagner. Oui, on pense notamment aux patients qui ont des maladies neurodégénératives, par exemple, sclérose en plaques et autres. Par exemple. Voilà. Par exemple, on a parlé de la fatigue, mais c'est vrai qu'après un cancer, je ne sais plus quel est le pourcentage des patients qui ont des troubles de la concentration, mais voilà, il y a vraiment... Presque à 70%. 70%, sur la concentration. voilà. Donc, déjà informer sur toutes ces problématiques, c'est essentiel. Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie d'être venu en parler sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup de votre accueil. Et puis on espère qu'il y aura beaucoup de participants à cette plénière. Je vous le souhaite aussi. On l'espère. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Et puis restez avec nous. D'autres entretiens suivent.